Et salut les joueurs, salut les joueuses. Bienvenue dans la Trick Track Télé, bienvenue pour ce petit papotage, ma foi un petit peu particulier parce que très onirique et pourtant très brise neurones. Normalement, ce n'est pas un rêve, mais pourtant les auteurs sont là pour nous expliquer la vie, leur œuvre autour d'Imaginarium. Imaginarium, c'est la boîte que j'ai ici entre les mains. C'est un jeu de monsieur Florian Siriex et il est là. Salutations Florian Siriex avec 3 i dans le nom s'il vous plaît. Tout à fait. Ça va Florian? Ça va très très bien. Bon, je ne dis pas qui a gagné, bien évidemment nous avons fait une partie dans la Trick Track Télé en plus de l'explication qui nous a été donnée par le non moins grand Bruno Catala et il est là lui aussi. Salut Bruno. Salut. Et on ne dit pas qui est-ce qui a gagné ou pas, puisque on ne dévoilera pas les arcanes de la partie. On peut savoir qui n'a pas gagné, mais… Oh punaise! Non, j'ai rien dit. Bah t'as raison, j'aurais même pas dû Mais oui, réagir. mais Je oui. n'aurais même T'aurais dû le regarder sournoisement. On a donc une explication, on a une partie et il est temps maintenant de papoter un petit peu de ce nouveau projet chez Bombix. C'est illustré par Felideus Boubastis chez Bombix. Il y a 2 à 5 docteurs Parnassus, c'est-à-dire joueurs en langage onirique à partir de 10 ans et 60 minutes. C'est 90. Hein, Ouais, 60 c'est quand on connaît déjà bien, hein, mais comptez bien 90. Imaginarium, ça arrive premier semestre 2018 en sachant que au avec des Festival boîtes de Cannes, à Cannes, ouais. vous serez présents, j'imagine tous les deux. Oui, oui. Et Ouais, la histoire moitié, de- enfin Juliette nous disait qu'il y aurait Juliette de chez Bombix. probablement la moitié du stand de Bombix qui sera Dédié à Imaginarium. Ça sera la grosse sortie d'entrée 2018. On a dit pour le prix, histoire de savoir où est-ce parce que Une là, cinquantaine. cinquantaine d'euros. Vous voyez ici sur la table. En plus, tiens d'ailleurs, je veux bien, Florian, si on peut récupérer la boîte d'Amus, on en parlera à un autre moment. C'est Bombix ça. aussi, hein, mais c'est pas très très grave. Non. Ce qu'il y a sur la table, c'est 4 joueurs. Le 5e étant ici avec le paravent, c'est Philomena Zilfia. On ne va pas reparler du jeu en lui-même, ou en tout cas pas tout de suite. C'est un jeu à 4 mains. Oui. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Est-ce que c'est votre première collaboration? Oui. Qui… Alors non, j'allais dire une bêtise. Qui a introduit l'autre? C'est pas du tout Moi. ça que je voulais dire. Je suis désolé. Excusez-moi, pardon. Qui J'ai a rien senti. rencontré l'autre autour d'Imaginarium? Alors en fait, on ne s'est pas rencontrés autour d'Imaginarium. Vas-y. En fait, on s'est rencontrés à Cannes sur le festival. Je suis allé voir Bruno, parce que c'est Bruno en fait. Ouais. Voilà. Comme beaucoup, hein. Avec ma boîte de La Fièvre de l'Or que j'ai fait signer par les deux c'est Bruno, juste. le Bruno des montagnes et le Bruno des plaines. D'accord. Et Le Blue Game de l'époque. Non. Non, C'est une boîte bleue. Asmodée. Non, c'est une boîte Asmodée. C'est une boîte Ah, c'était l'autre. Ah oui, ouais. pardon, ok, d'accord, autant pour moi, merci. Et en fait, j'étais en train de créer mes premiers prototypes. Et il y avait une mécanique de La Fièvre de l'Or que j'aimais bien. Donc j'ai demandé aux deux Bruno individuellement aussi pendant la signature, est-ce que je peux réutiliser cette mécanique d'enchère, la fameuse que tu voulais faire pendant la partie. Celle où quand tu Celle payes, où quand tu prends payes, un tu petit donnes peu, au prêteur. derrière en randonnion. Et donc on a parlé de la discussion, donc voilà, c'est toujours très intéressant. Et je lui ai laissé 2 prototypes. C'est pas là Tu zappes des étapes. Non, je sais que des étapes. Alors vas-y, je te laisse. Il t'a pas proposé des prototypes tout de suite? Non, ça s'est passé en 2 temps. C'est-à-dire que la première année, quand on se rencontre à Cannes, effectivement, il vient nous voir par rapport à la mécanique de La Fièvre de l'Or, etc. Et tu souhaitais qu'on discute parce que tu avais envie de conseils sur la création. Oui. Et donc, on a eu une discussion dans ce cadre-là. Et après, ça s'est arrêté là. On n'a eu aucun contact, on n'a même pas ni mail, ni quoi, ni caisse, etc. Oui. pendant une année. Et à Cannes de l'année d'après, il est revenu vers moi en me disant « Ah, j'ai bien écouté tes conseils, machin truc, etc. » Et j'ai fait des prototypes. Est-ce que etc. Et moi, je dis « Bah oui, volontiers, mais le problème, c'est qu'en fait, sur ce festival-là, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais comme sortie. Je n'avais Mais pas t'étais eu bien une occupé. minute à moi. Et j'ai jamais réussi à trouver un moment pour qu'il me présente ce qu'il Ses avait prototypes. fait, ce qu'il voulait faire et tout ça. Et donc, tu m'as couru après pendant tout le salon pour finir par me donner les 2 boîtes alors que j'allais partir prendre mon avion. Et donc, je suis parti avec 2 prototypes de Florian dans mes bagages en me disant, je te promets Je vais les regarder. que je vais regarder ça, puis je te dirai ce que j'en pense. Voilà. Alors, sincèrement, hein, mesdames et messieurs, vous êtes avec nous sur la Trick Track Télé, en live. Ne faites pas tout ça. Bruno n'aura plus une vie supplémentaire. N'en aura pas d'ailleurs Mais 2. non, mais ça me dérange absolument truc de pas. fou. Et là, rien que la semaine dernière, j'ai envoyé des commentaires à des gens que je ne connais pas sur 4 jeux différents. La vache. Ouais. Donc, tu vas faire du C'est- consulting. Non, mais je pourrais en faire, mais c'est pas mon objet. Ouais, À un moment donné, si je peux donner un coup de main, je donne un coup de main. d'accord.
Ça fait partie de M. Bruno Catala. Du coup, Florian, on n'était pas encore au moment au capitaine. Alors, pas du tout. Non, ça c'était il y a 4 ans. Ouais, Ah, ouais, mais je c'est pense, ça, ouais. on remonte déjà loin dans Ouais, le ouais. temps. Ok. Et. Il était à l'école primaire. Non, mais d'ailleurs, attends. D'ailleurs, peut-être. Ça, c'était en 2000. Je sais 13. pas. Ouais, 13. 2013. Non. Ouais, Ouais, 2013. enfin, ouais. 4, 5, 7, il y a 4 ans. Ok. Et. C'est Bruno qui te rappelle en te faisant des commentaires sur les Exact. protos que tu lui as laissés. Exactement. Voilà. Et en fait, non, pas du tout. En fait, Les gars, mettez-vous d'accord. non, on s'est rappelé en septembre. J'ai envoyé un mail pour dire, mais écoute, est-ce que tu as testé mes Les protos jeux. Ouais. J'avais attendu un petit moment. Je dis, est-ce que tu peux me faire des retours? Il me dit, ben oui. J'ai dit, mais par contre, attends, parce qu'avant, j'ai un truc dans la tête. Ah, c'est pas vrai. Mais je te promets. Il est pas d'accord? Eh non, il n'est pas d'accord. Non, non. Vas-y, Bruno. Donc moi je rentre avec les deux protos, je rentre avec les deux protos et je les mets sur ma table de travail. Ouais. Et c'était un moment donné où, comme souvent, j'étais très chargé et tous les jours j'allais au boulot et tous les jours je voyais les deux boîtes et j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Et ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois même, jusqu'à ce qu'un matin je me dise bon allez. Cette Je m'y fois-ci, Tant tant pis. pis sur ce que j'ai à faire, parce que Florian, il faut quand même que je lui donne une réponse, au moins, sachant qu'à chaque fois, hein, quand je fais ce genre de choses, moi, je ne détiens pas la vérité. Je regarde, et puis je donne un avis, une impression, et puis après, la personne qui est en face, elle en fait ce qu'elle veut. Le travail d'un auteur, c'est de savoir quoi écouter et quoi ne pas écouter, y compris quand c'est quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui a du métier qui parle. Même un éditeur, il faut savoir dans ce qu'il te dit quoi écouter et quoi ne pas écouter. Tu fais ton jeu, tu ne fais pas le jeu de l'autre. Donc voilà, et donc je regarde les deux jeux, puis le premier jeu que je prends, j'éclate de rire. J'éclate de Tu rire crois parce que c'est bon signe ou c'est pas bon signe? Non, mais parce que je t'explique. En fait, un peu. C'était à la fois bon signe et pas bon signe. C'est-à-dire que le premier jeu comment il s'appelait? C'était Little Italy. Voilà, Little C'est celui-là Italy. que tu parles. Exactement. Je prends le jeu, et puis alors déjà, premièrement, il y a un truc qui était super agréable, c'est que, tu sais, des règles et des machins, j'en vois passer un paquet. Hein. Là, c'était super bien construit. C'est-à-dire que j'ai eu aucun problème à lire la règle, à la comprendre, à savoir comment ça se jouait. C'était pas ambigu, c'était carré. Donc ça, déjà, bon point. Ah bah oui, parce que t'imagines pas ce que tu peux voir passer des fois. Hein. Voilà. Donc ça c'était top. Donc du coup, ça me donne envie d'aller plus loin. Puis je lis la règle et là où ça me fait rire, c'est que ce jeu-là, en fait, moi, je l'ai déjà fait. Ah, gloops. C'est-à-dire que la mécanique du jeu dans son ensemble, c'est un jeu que moi j'ai fait 10 ans plus tôt. Des games for two. Exactement. Je savais bien Sauf comment que parler. moi, ce que j'avais fait, c'était un jeu à 2. Et lui, il l'avait transformé en jeu à 4. Quand je dis transformé, attention, Oui, sans forcément. il ne connaissait pas le jeu. Donc ça. voilà, Oui, oui, mais oui. donc ça veut dire déjà qu'il y avait quand même une connexion de façon de voir les choses, etc. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et en fait, ce qui m'a amusé, c'est que à l'époque, j'ai souhaité faire un jeu qui se jouait à plus de 2. Mais en fait, cette mécanique-là, elle ne marche pas à plus de 2. C'est pas qu'elle ne marche pas, c'est que tu peux la faire marcher, mais ça devient forcément lourd. Ça devient forcément chiant, avec des cas à la con, etc. etc. Et donc, je lui fais une réponse dans ce sens-là, en lui disant, mais voilà, je lui dis, voilà, C'est bien gentil, mais est-ce que tu as 10 ans de retard. non, Et c'était puis, pas ça. sur un jeu à 4, même pas en rêve. Est-ce que tu trouves pas que, est-ce que c'est un peu lourd? Donc c'était à la fois positif et puis à la fois négatif. Et puis le deuxième jeu, pareil, c'était Voyage en Suisse. Une semaine en Suisse. Une semaine en Suisse. Très bien construit, etc., etc. Mais le jeu, je me dis, mais en fait, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, je veux dire, je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que ça marche. Mais je suis sûr que j'ai pas envie de jouer. C'est-à-dire, non mais attention, faire un jeu qui marche, c'est facile en fait, en réalité. Faire un jeu sur lequel... Écoutons tout. Non mais c'est vrai, faire un jeu qui fonctionne, quelque chose qui fonctionne, et si tu es joueur et tout ça, franchement, c'est pas très compliqué de faire un jeu qui fonctionne. Par contre, faire un jeu sur lequel tu as envie d'y retourner, t'es tendu, etc., ça c'est autre chose. Et c'est le tout premier que tu as fait en fait, Voyager en Suisse. Oui. Et donc, si tu veux, voilà. Et je lui fais le commentaire en disant, je trouve que c'est sans doute un peu mou, etc. Et je lui dis, j'écris, et est-ce qu'aujourd'hui, si je te propose une partie, est-ce que tu as envie d'y jouer toi-même? Parce que toi, donc du coup, je lui envoie ça, en mettant des bémols, etc., tu vois, en n'étant pas agressif du tout. Et puis du coup, c'est très intéressant pour moi, parce que du coup, la personne, je lui envoie quelque chose, c'est pas forcément ça qu'elle a envie d'entendre. Tu vois? Et après, la réaction, pour moi, elle est super intéressante. Parce que soit j'ai affaire à quelqu'un qui est capable d'écouter, soit j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter.
Et du coup, ça va me donner envie d'y aller ou pas. Non, mais voilà. Mais là, j'étais pas provoque, j'étais pas dans une arrière-pensée. Mais ce que je veux dire, de façon générale, ça se passe comme ça. Et il me répond en me disant, ah bah super, merci, blabla, etc. Ah bah oui, effectivement, Little Italy, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont un peu chiantes, etc. Donc, en fait, il était d'accord, tu vois. Et puis, lui-même, et sur Voyage en Suisse, il me dit, bah ouais, c'est le premier jeu que j'ai fait, puis t'as raison, moi, j'ai plus envie d'y jouer. Et donc, je lui dis, bah toi, si toi, il y a déjà un projet sur lequel que tu l'as fait, toi, et que tu n'as plus envie d'y aller, bah, ça veut dire qu'il faut peut-être qu'il y a quelque chose à reconstruire dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et donc, ça voulait dire que son auto-analyse, elle était déjà bonne, que déjà, il a pas mal pris qu'on lui fasse un commentaire qui n'était pas super positif, et du coup, on est resté en contact. Et c'est là que très peu de temps après ça, tu m'as envoyé la toute première idée de ça. La suite. Voilà, vas-y. Et ça, c'est... T'es d'accord que ça s'est passé comme ça? Oui, c'est vrai. Ouais. C'était il y a longtemps. Mec, je suis sûr que chez Bruno Catala, il y a des petits carnets avec des noms de gens avec qui j'ai contact. Et il a tout écrit, les dates, les horaires et tout. On ne pourra pas l'avoir. Je ne note rien. Tu mets patate. Bref, donc du coup, Imaginarium, à cette époque-là, donc septembre de cette année-là, 2014, 14 du coup. Septembre 2014, en fait, j'y bossais depuis janvier. J'en avais pas parlé parce que c'était c'était tout le début au moment de Cannes et tout ça. Okay. Et en gros, j'étais parti de l'idée de faire un jeu de gestion parce que j'avais envie. Je venais de jouer à The City chez Gigamic, donc au niveau de gestion, c'est quand même pas le même gabarit. Et l'univers steampunk me passionnait. J'avais envie de faire un jeu dans un univers steampunk de gestion. Donc j'ai créé ça. Et j'en ai parlé à Bruno en lui disant, tu sais, tu m'as fait des super retours, j'aime bien tes retours. Et du coup, j'ai un projet qui vraiment me tient à cœur. Ah non, mais parce que j'ai mon petit côté maso. J'y vais, ouais, c'est ça. Un petit côté maso. Donc je dis, vas-y, rentre-moi dedans. Dis-moi là, qu'est-ce qu'il faut que je change. Voilà, non, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur ce jeu parce que vraiment, celui-là, j'y tiens, je sens qu'il y a un truc. Donc c'était le troisième. Donc c'était le troisième, ouais. Voilà. Et donc, à la base, dans ce que j'ai présenté à Bruno sur ce qui reste ici, il y avait l'idée des machines qu'on va démonter, réparer, construire, combiner. Voilà. Okay. Et il y avait cette idée d'action liée. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas des aiguilles, c'était un meeple que tu allais déplacer. En fait, tu avais ton bonhomme que tu déplaçais entre deux cases. Mais en gros, la mécanique... En fait, l'extérieur du jeu, le bric-à-brac personnel était à peu près là. Là, d'accord. Voilà. Et en gros, je dis par contre, le reste, la file de bric-à-brac, je n'arrivais pas à faire un truc qui marche. Les projets étaient individuels, n'étaient pas communs, les assistants n'étaient pas présents. Il y a eu énormément de transformations depuis. Et en fait, c'est sur ça que j'ai dit à Bruno, voilà, moi j'ai une base, mais par contre, je suis débordé par le truc, j'arrive pas à structurer ma pensée pour en faire un jeu qui va être bien réglé en fait. Donc Bruno m'a demandé donc la règle, puis un proto. Non. D'abord. Troisième, le retour. Attention, l'histoire, la vraie. Non, c'est pas vrai, mais il m'a envoyé la règle, effectivement. Tu vois, je t'ai fait des retours sur la base de cette règle-là. Après, j'ai envoyé un proto. Sur lesquels, non, mais c'est intéressant parce que ça aurait pu, c'est important parce que voilà. À ce moment-là, je lui fais des retours pareil, écrits. Il refait des modifs, etc., etc. Il me renvoie une règle. Je lui refais des retours une deuxième fois, puis une troisième fois. En accompagnant, pareil, en lui disant des suggestions, tu vois, en disant ça me semble que, moi j'avais encore jamais joué, mais à lire la règle, je me disais ça coince un peu, tu pourrais peut-être l'envisager comme ça, etc. Et donc il a fait des modifs, puis à un moment donné, il m'a dit, mais à partir de quand est-ce que ce jeu-là est un jeu qu'on fait ensemble ou un jeu que je fais tout seul? Et moi je lui ai dit, comme je réponds souvent à cette question-là, je dis c'est à partir du moment où c'est toi qui le décides. Parce que personnellement, j'ai aucun souci à t'accompagner jusqu'au bout sur un jeu que tu signes tout seul. J'ai pas de problème. Ça, c'était le fameux coup de fil qui a duré 2h30. Exactement. Au bout de 2h30, il me dit, mais tu sais, sur un gros boulot comme ça, tu devrais peut-être prendre quelqu'un, un co-auteur pour t'aider. Et là, j'ai fait, Bruno Catala, tu peux faire le jeu avec moi, Vous avez le droit à un joker et à un appel à votre meilleur auteur, co-auteur. Je le tente maintenant. C'est ça. Donc à partir, mais moi je l'aurais accompagné, tu vois, je vais refaire parce que je fais un commentaire par-ci par-là, etc. Et puis à partir du moment où les choses ont été plus claires. Donc là effectivement, il m'a dit, écoute, oui, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Alors il m'a envoyé un proto, et puis sur lequel en particulier il y avait les ressources, etc. Et puis à partir de là, on a tout reconstruit.
Parce que là, je me suis impliqué beaucoup plus profondément. Là, je ne suis pas allé simplement sur du conseil. Là, on y est allé au mastic. Quoi. Ouais, au marteau-piqueur, Non, s'il y a non, mais besoin. parce coup de tableau que Excel, on y a passé quelques heures. Hein, je veux dire, c'est À distance, hein, puisque oui, vous oui, n'êtes bien pas à sûr. côté. Bah, de toute Donc façon, ça veut dire Skype. quoi? C'est du téléphone, Skype, Co. Bon, aujourd'hui, le téléphone, ça existe quasiment plus. Hein, je veux dire, quand on travaille ensemble comme ça, c'est toujours des sessions Skype. D'accord. Parce que Skype a quand même cet outil qui est particulièrement intéressant. Que d'une part, on se voit. Et donc, du coup, pour les réactions et tout ça, ça Ouais. permet, toi, même quand on a des choses à se dire, ça, toi, Les ça, humaines. ça met un peu la distance, enfin, du moins, ça enlève de la distance et les choses passent mieux. Et surtout, il y a un outil qui s'appelle le partage d'écran. Et ce qui permet de discuter d'une chose qu'on voit en même temps. Par rapport à toi, tu fais un mouvement sur un plateau virtuel, etc. Et donc, du coup, c'est intéressant. Et voilà, puis on a bossé comme ça pendant. Alors quand tu dis déconstruire, parce que bon, après, t'amenais ton troisième bébé, entre guillemets, on Ouais. a toujours un petit peu ce... Je ne sais pas si toi, Bruno, tu l'as encore avec tes prototypes, on a toujours, c'est un petit peu notre petite création, notre petit nouveau-né, etc. Ça fait quoi de le revoir retravailler, pas forcément repartir depuis zéro? C'est pas ce Oui, que mais tu par disais contre, non c'est plus. pas quelque chose que j'ai retravaillé, c'est quelque chose qu'on Oui, a oui. retravaillé. Oui. Et donc, à partir de là, le retravail, il lui appartient autant qu'à moi. Et D'accord. donc, je pense pas Je qu'il comprends. se sente. Enfin, Oui, c'est lui c'était qui pas, veut dire, mais. c'est pas dépossédé. Ah, c'est bah pas- non, non, Il c'est y a- pas l'objet. Il y a, Dans il y a mon bébé. surtout le côté que, il y a un moment, Bruno m'a dit, est-ce que tu veux que je te donne du conseil ou qu'on travaille ensemble? Et au moment où j'ai accepté qu'on travaille ensemble, Bah, ça allait... je savais D'accord. qu'on allait dépecer le bébé et refaire le squelette, voilà, qu'on allait tout refaire en fait. Ok. Donc à ce moment-là, c'est quand j'ai pris cette décision, je savais qu'on travaillait à deux et que du coup, ça voulait dire que c'était plus mon projet. Ok. C'était notre projet à C'était tous le- les deux et ça a été notre projet. Et du coup, ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans Ah, et et demi. donc c'est un projet de 3 ans en plus. Ouais, puis après, dans la part de ce que j'ai apporté aussi, c'est que il s'avère que je suis allé me coltiner les éditeurs, quoi. Tu vois, ça aide aussi quelque part. Enfin, ça aide. C'est pas parce que je me présente qu'ils vont me prendre quelque chose, mais du coup, ça a accéléré les choses à ce niveau-là, Oui. je pense aussi. Pour après... Il Donc, c'est chez s'avère Bombix. qu'ils cherchaient à ce moment-là, ils étaient plutôt dans l'envie de faire une suite à Abyss, qui Abyss fonctionnait bien et tout ça. Donc, je veux dire, il y avait une cohérence Ouais. aussi, tu vois, de ce côté-là. En termes de niveau de jeu, même si ce n'est pas du tout le même univers, si vous êtes parti, comme on l'a dit dans les autres vidéos, plutôt haut, après le très très bas de Oui. Abyss. En l'occurrence, il y a eu combien de temps entre le moment où votre travail, alors une fois encore, je sépare un peu peut-être trop les choses, mais où vous êtes arrivé pratiquement au bout des affinages, y compris les 10% qui prennent 90% du temps, Ah, bah ça. et le moment où, on va dire, premier semestre 2018, il arrive réellement dans les mains des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a combien de temps que vous l'avez terminé? 2 ans. Hein? Oh non! Si. Ah ouais? 2 ans, mais par contre, comme souvent, dans les derniers mois, là, maintenant, au moment où on part dans comment dire, la charte graphique, les trucs, etc., c'est intéressant parce que quand il se passe ce temps-là, nous, ça nous permet de rejouer. Au moment où on rentre dans la fab, etc., enfin dans les ajustements là, techniques, si tu veux. Et souvent, enfin moi, ce que j'ai constaté sur d'autres projets, et ça a été vrai sur celui-là, quand tu as du temps qu'à passer, tu redécouvres ton jeu. Ouais. Et il y a des moments, il y a des trucs sur lesquels tu t'étais dit, ouais, ça va. Là, tu te dis, bah non, ça va pas. Ah. Notamment Et donc, à 2 joueurs. et donc du coup, Et c'est là, notamment à 2 joueurs. c'est là où on s'est dit, non, le jeu à 2, il marche. Il Soit. marche, mais On n'a il pas n'est envie pas, d'y revenir. il n'est pas suffisant. L'expérience ludique à 2 joueurs telle qu'elle a n'est pas suffisante pour les joueurs. Et on sait très bien que quand on sort un jeu sur le marché, il va être immédiatement joué dans les 2 cas extrêmes. C'est-à-dire que les gens ils vont y jouer que à 2 pour une bonne partie d'entre eux parce qu'ils n'ont pas d'autres partenaires. Ou alors celui qui achète la boîte, il va se retrouver tout de suite dans une association et ils vont jouer au nombre max. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'auteurs, on a intérêt à ce que l'expérience ludique, elle soit parfaitement assumée dans les 2 extrêmes. Ok. Parce que c'est là-dessus que tu vas te faire juger immédiatement, et c'est là-dessus où si c'est bancal, tu vas te faire déchirer sur Internet. Donc à un moment donné, voilà ça. Et donc voilà, Florian est revenu chez moi, et on s'est fait une session d'un week-end où on a blindé le jeu à 2, et je suis vraiment content qu'on l'ait fait, quoi. Ouais. Ouais. La particularité avec les saboteurs qui permet C'est ça. du coup de prendre 4 actions, une de façon classique et Oui. une histoire d'aller bloquer aussi bien l'emplacement qu'éventuellement la machine, mais vous C'est retrouverez ça. tout ça Ouais. dans les explications. Et pareil- Tu voulais pareil- du steampunk, tu l'as gardé jusqu'au bout. Oui. Alors, ouais. Vas-y, complète, Je pardon. faisais pareil avec pour 5 joueurs aussi. C'est-à-dire Oui. que le 2 joueurs, on a dû
adapté aussi pour que l'expérience soit très bonne. Pour 5 joueurs, il a fallu réadapter absolument tout le jeu aussi pour que l'expérience soit quand même agréable à 5 joueurs sans que ça dépasse les 3 heures de jeu en fait. Parce qu'on voulait rester sur un format qui ne soit pas trop lourd. Ouais. Okay. Et donc du coup, on a dû rééquilibrer absolument tout le jeu pour que le jeu soit vraiment très agréable à 5 joueurs. Et que ça ne soit pas un 2-4 joueurs, mais ça peut se jouer à 5. Mais ça peut se jouer à 5. Voilà. Ouais, okay. Là, c'est vraiment un 5 joueurs qui joue à 5 joueurs et à 2, très bien. Mais bon. pourquoi, enfin là du coup je vous pose la question, pourquoi ne pas se dire, bah tant pis, on marquera 3-4 ou 3-5 sur la boîte? Alors 3-5 c'est possible, parce qu'à un moment donné il vaut mieux assumer que c'est un jeu à 3-5 plutôt que de dire 2-5 et que ton expérience à 2 elle est pourrie. Ouais. Il vaut mieux dire 2-4 plutôt qu'un 2-5 si l'expérience à 5 elle est pourrie. Mais à un moment donné, plus ton panel est large et plus tu peux potentiellement fédérer. D'accord. Voilà, donc à un moment donné, on a intérêt nous à offrir la palette la plus large possible, mais en assumant que ça se joue bien dans les extrêmes. D'accord, ça roule. Tu as gardé le steampunk jusqu'au bout. C'est toi qui en a parlé ou... Le jeu était construit comme ça. Le jeu, c'était un jeu steampunk qui était purement steampunk. Ouais. Après, on est rentré dans une période là récemment où le steampunk a pris une grosse a pris plus d'importance. Voilà, a pris plus d'importance et du coup, ça a été Bruno, je crois, qui a initié ça. Non, c'est en onirique. Non, c'est clairement notre éditeur. Voilà. Là, c'est Bombix. Ouais. C'est Erwan et Loïc, quand ils ont commencé à chercher des illustrations, etc., ils sont tombés sur un artiste polonais, je crois. Oui. Initialement, Alexander, je ne sais pas trop quoi, ou russe, et qui faisait des trucs. Alors moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, et au début, je me suis dit, et puis en fin de compte, on a reconstruit un proto, il fallait voir, donc on a construit un proto complet avec les illustrations que j'ai récupérées sur Internet de cet illustrateur-là pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, une fois que c'était sur la table, il se passait quelque chose d'un peu magique, quoi. D'une certaine façon, ça marchait très bien. Ils l'ont contacté, il n'était pas disponible. Et donc, du coup, ils ont cherché quelqu'un qui travaillait un peu dans le même style et ils sont tombés sur cet illustrateur-là qui a tout reconstruit autrement. Felideus. Mais c'est réellement un input de l'éditeur. D'accord. Donc, ça reste, en tout cas pour toi, dans l'idée originelle. Oui, mais c'est-à-dire que moi, fait d'engrenage et de vapeur. Le plus important, outre l'univers, c'était que le jeu était construit à partir du thème. C'est pour ça que ton expérience de jeu, bien que traumatisante au niveau neuronal, je ne vois pas de quoi tu n'as jamais posé une seule question de règles en fait. C'est-à-dire que les règles sont tellement appliquées par rapport à cet univers qu'on a créé que du coup tout est fluide. Oui. Tout est logique. Tu ne peux pas avoir trop de place sur ton atelier, tu as plein de place dans ton bric-à-brac. Tout est logique. Et du coup ça, je voulais le garder. Je ne voulais pas qu'on modifie le thème et que ça devienne quelque chose où il fallait réexpliquer les règles et rejustifier les règles. Tant qu'on restait donc sur de la construction de machines, etc., moi, après, l'enrobage de l'univers m'égalait, en fait. Mais c'est pour ça que ce ne sont pas des points de victoire, ce sont des points de compétence. Ça a toujours été ça, des points de compétence. Et donc, du coup, tu ne les perds pas. Tu les gagnes, par exemple, tu ne les vends pas pour quelque chose. Tu achètes des diplômes au marché noir, mais tu ne peux pas les revendre. Autre petite question, et là, par contre, on va revenir. Alors, on pourrait poser la question directement à Bombix, mais comment est-ce que vous le sentez de votre côté? On a par exemple une petite boîte. Alors certes, celle-ci, elle va très bien parce que ça donne un petit côté 3 dimensions. Puis même, ça va complètement avec l'intégration du plateau. Tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est un convoyeur. C'est-à-dire que tu vois, en fait, là, tu as un tapis roulant pour les machines. Là tu as une benne de stockage. Enfin, toi, tout est. Même le plateau, la botte a la salle de conférence avec les projets, le bureau des assistants. Le bureau des assistants où ils prennent des cafés autour de plans un petit peu particuliers. Ouais. Mais on en arrive quand même à c'est très actuel, je vais poser la question directement, à un niveau d'édition qui augmente, qui donne du coup des choses comme cette petite boîte là, il n'y a même pas besoin des sachets plastiques, les ressources elles sont là, on met ça dans la boîte, c'est rangé directement, et là on dit chouette. Et puis en plus, on a quand même des bustes qui sont nos bustes figurines, et on se dit waouh, ça en jette. Mais il y a 5 ans, Bruno, je sais pas, 6 ans, 7 ans, c'était un token dans un punchboard. J'imagine que ça a un impact, mais c'est plus sympa en termes de décorum. Vous, en tant qu'auteur, vous le voyez comment? Est-ce qu'il y a, je vais aller plus loin. Est-ce qu'à un moment, on se dit « Ah ouais, mais alors, dis donc,
à 5 € de plus à la fin sur le prix de la boîte de jeu? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt rester à 45 plutôt qu'à 50 Allons-y Franco, en tant qu'auteur, on le ressent comment ça, ces décisions-là ou pas d'ailleurs? Alors déjà, en tant qu'auteur, il faut savoir que ces décisions-là, elles appartiennent clairement à l'éditeur, D'accord. sur lesquelles on peut être consulté, mais encore. De toute façon, c'est lui qui fait le prix, qui connaît son marché, et s'il ne le vend pas, c'est lui qui a investi. Hein. Donc à un moment donné, s'il ne vend pas les jeux, c'est lui qui perd de l'argent. C'est pas toi. Donc quelque part, c'est purement une question qui appartient à l'éditeur. Après, moi, en tant qu'auteur, je suis aussi joueur. Et moi, en tant que joueur, j'ai un vrai kiff à jouer avec ce genre de matériel. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, c'est important aussi, dans l'ensemble de la pléthore de jeux qui sort, d'avoir un produit, un projet, qui, quand tu passes dans un salon où il y a 20 000 jeux dans tous les sens, et puis que tu vois le truc à distance, tu dis « Ah, c'est quoi? J'ai envie d'aller voir. Toi, dans le magasin, il faut que la boîte, tu aies envie d'aller la prendre. Comme ça. Et puis quand le jeu il est déployé, il faut que les gens se disent, ça les interpelle et qu'ils se disent, ah c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu vois, moi je pense que ça fait sens aujourd'hui dans le marché actuel. De Florian. Ben moi, je t'aurais répondu pareil. Alors, en tant qu'auteur, je n'ai pas encore cette expérience pour te dire, je n'ai pas fait d'autres gros jeux dans lesquels il n'y a pas tout ce décorum. Moi, en tant que joueur, je sais que souvent, acheter un jeu, je me dis, ben, c'est super. Et si c'est le jeu que j'aime, ben, je vais avoir envie d'acheter les goodies, d'acheter les figurines à côté, d'acheter machin. Et payer un jeu 40 € et après payer les figurines 25 parce que ça a été fait à côté, ou te dire, bah, tiens, pour 50 €, tu as un super jeu avec les figurines, avec tout. Le jeu, il est parfait avec tout dedans. Okay. De l'autre côté, moi, en tant que joueur, encore une fois, tu te places. moi, je suis super content. Et en tant qu'auteur, je suis content que le jeu auquel j'ai participé me fasse super plaisir en tant que joueur. Et puis, il y a autre chose. Oui. C'est-à-dire que pour moi, est-ce que c'est justifié par rapport à l'expérience de jeu ou pas? Et je vais prendre deux exemples qui me concernent les deux. Celui-là, pour moi, c'est justifié. Enfin, après, on a le droit de ne pas être d'accord, hein, je veux dire, mais pour moi, là, je ne trouve pas qu'on se moque des gens. Je pense que les figurines, elles ajoutent un vrai plus. Bon, c'est des tokens, je suis d'accord. Je trouve que la benne pour ranger les pions, là aussi, c'est en termes d'agrément de jeu, plutôt que d'en avoir dans tous les sens, etc., ça se discute pas. Et tu remarqueras qu'on n'est pas allé plus loin que ça, parce qu'on aurait pu aller dans la démesure en faisant les pièces spécifiques, les machins, les trucs, etc. Donc ça reste raisonnable, mais ça apporte pour moi un réel plus à l'expérience de jeu. Je prends un autre jeu qui me concerne, dans lequel j'ai râlé, parce que j'ai trouvé que pour le coup, ça ne servait à rien et que ça allait handicaper les possibilités commerciales du jeu. C'est sur Dr Shark. Sur Dr Shark, le clap de requin qui est à l'intérieur, qui sert strictement à rien, si tu veux, et qui a fait que la boîte, elle était 5 € plus chère à la fin, et ben moi, ça m'a foutu les boules. D'accord. Donc il y a du oui, mais il y a du non. Non, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. D'accord. Il ne faut pas dire je rajoute un truc pour rajouter un truc. Non, il faut que c'est une justification par rapport au jeu lui-même. Je suis en train d'en mettre quelques-unes à des illustrations. Vous savez combien il y en a? Combien il y a de machines différentes? Combien il y a d'assistants? On l'a su. Ok, c'est bon, laissez tomber. Bougez pas. La règle. Vous allez. Là, je ne l'ai plus en tête non plus. Avec les petites bottes et tout qui n'y vont bien. De toute façon, on peut les compter. Ça, c'était Imaginarium, la manufacture des rêves. Mais elles sont énumérées les unes après les autres. 29 machines de production, donc ça fait 29 plus 12. Oui, mais en fait, c'est elles sont pas toutes elles sont en plusieurs exemplaires. Ah oui, elles sont en plusieurs exemplaires. Elles sont décrites à la fin, donc on peut les compter. Oui. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Ah oui, attends, bouge pas. Tiens, tu peux montrer carrément. Tu les as. Attends. Non, j'arrive pas trop vite. Regarde. Voilà, merci, impeccable. Voilà. Donc, alors, du coup. Donc là, ça fait 5 et 6, 11. Ça, c'est les assistants. Ça, c'est les assistants. Ah oui, il y a 11 assistants. Ouais. Et ça, c'est les machines. Machines de production, 6. 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dans les machines d'attaque. 2 de plus, 1, 2, 3 de défense. Il y a 21 machines différentes. 21 machines différentes en termes d'illustration. Voilà ce que ça donne. Mesdames et messieurs, c'était la petite histoire, le petit papotage d'Imaginarium, la manufacture des rêves. D'autres questions? J'ai pas regardé. Ah bah alors. D'autres questions? On appelle les gens pour qu'ils nous posent des questions, on regarde pas leurs questions. Alors, comment ça se fait? Monsieur Catal a collaboré avec quelqu'un. Hop. Alors, du coup, la question est intéressante, du coup, je vais la résumer. Le fait de travailler en coédition, est-ce que ça permet… de co-création, oui, tout à fait, pardon. Est-ce que ça permet aussi pour toi, Bruno, qui là, par rapport à Florian, entre guillemets, avait une expérience plus grande et plus longue, est-ce que ça donne aussi…
une nouvelle façon de voir les choses? Ah, mais Est-ce que ça challenge bien la évidemment. façon de faire, etc., etc. Clairement, de toute façon, moi depuis le départ, hein, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours travaillé en mix entre tout seul et avec d'autres. C'est important parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense qu'un auteur a tendance à retomber immédiatement, enfin très très vite dans ses routines, parce que ton cerveau, t'as beau te dire je vais essayer d'être différent, il revient dans ses modes de pensée. Le fait de se faire secouer la tête par d'autres personnes est donc le meilleur moyen de se renouveler et de ne pas refaire toujours la même chose. Donc ça, c'est dans la généralité. Après, dans les questionnements que j'ai par rapport à moi-même, forcément, quand je vois que globalement, les joueurs, ils sont dans une tranche d'âge qui est plutôt 25-35 ans, 25-45 ans, et que moi, je sais faire que des jeux auxquels j'ai envie de jouer, mon grand questionnement, c'est de me dire à partir de quel moment, moi qui suis en train d'être à 50 et plus maintenant, à partir de quel moment mes propres envies vont se retrouver décalées Avec du la cœur de majorité. marché. Ouais. Et le fait de travailler aujourd'hui avec des plus jeunes, comme Florian, comme Théo Rivière, comme d'autres, etc., qui viennent vers moi, parce que ce n'est pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui viennent vers moi, Ouais. ben, je trouve ça très agréable d'une part, et du coup ça m'amène à m'intéresser à des univers vers lesquels je ne serais pas forcément allé naturellement. Et donc oui, c'est une vraie chance en fait pour moi aussi. Donc, tu en as profité Ah bah, aussi. bah, Merci oui, Florian. Merci Bien. Florian. Ben, bien sûr, merci Autre- Florian. Autre petite question, là on rentre un petit peu dans du concret, on n'ira pas trop loin, trop vite, parce que sinon on va durer des heures et des heures. Ouais. Il y a des moments peut-être ça coince dans la création, dans le développement, dans l'équilibrage, ça bloque. Un des participants demande, ça stagne, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour que ça décoince, ça dégrippe, pour finir d'avancer jusqu'au bout? J'ai envie de dire, on se voit et on joue. D'accord. C'est le meilleur moyen parce que du coup, si chacun joue de son côté, à ses propres impressions de son côté, Ouais. c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, de se dire, tiens, attends, on y va, on joue, on teste une méthode, la deuxième méthode, la troisième, la quatrième, on voit, Mais on le fait. on le On vit, fait. on en débat, c'est pas Ouais. forcément facile, mais voilà, on l'a vu. Et à un moment, il y en a un des deux qui est obligé de dire, oui, D'accord. oui, là, voilà, c'est Puis bon, après- on l'a vu. Puis ça après, change. des fois, ça, si jamais on a deux visions différentes. Mais après, il y a la situation où ça stagne parce qu'on n'est pas forcément convaincu que là, on a la meilleure solution. Mais il n'y a pas de conflit, mais il n'y a pas non plus d'idée spéciale en face de quelque chose qui nous semble un peu moyen. Dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de laisser du temps. Quitte à reposer un petit Quitte peu à le reposer projet un et peu, le etc. reprendre un Parce peu que plus tard. de toute façon, à un moment donné, regarde tous les jeux qu'il y a sur le marché, etc. Que le nôtre, il arrive en tant que prototype, qu'il arrive maintenant ou dans 3 semaines ou dans 6 mois, ça ne change rien. Le marché, il n'est pas en attente d'un jeu de plus. Donc nous, on a tout intérêt à prendre tout le temps nécessaire pour qu'on ait... après, c'est pas parfait, mais au moins ce qui nous semble le plus cohérent, quoi. Ouais. Et donc, parfois, laisser du temps, c'est bien. Et autre question, est-ce que par rapport au climat actuel justement de production, et d'ailleurs de production de plus en plus de très beaux jeux, est-ce que cette tendance-là, vous en tant qu'auteur, alors c'est peut-être pas le mot, la craindre, mais le fait de se dire, ah mais il y a des moments où on se dit le jeu il est sorti parce qu'il était très beau, mais peut-être mécaniquement pas complètement abouti, pas jusqu'au bout, pas complètement développé, mais bon il était très beau et du coup peut-être que d'ailleurs il ne va fonctionner que parce qu'il est très beau. Est-ce que la prévalence de l'esthétique, de l'esthétisme ou de la beauté des choses n'est pas quelque chose de risqué pour les jeux où il y a une part de mécanisme quand même important? T'as envie de répondre? Moi, Je j'ai des réponses. Je trouve ça compliqué comme question parce que pour moi, non, mais C'est peut-être moi qui les pose pas bien, tu sais. non, mais Florian. je sais pas trop comment te répondre parce que pour moi, si le jeu il est pas mécaniquement, Quelque chose. il n'a pas atteint les fameux 90% dont tu parlais tout à l'heure mécaniquement, pour moi, tu le signes pas en fait. Donc tu Tu le présentes pas même. voilà, c'est-à-dire que tu commences même pas à penser à une esthétique, à la sortie, à tout ça. Ton jeu, il n'a pas une mécanique qui vraiment. Sachant que l'esthétique, il faut bien voir une chose, c'est que c'est pas notre job. Voilà. C'est-à-dire que nous, on n'est pas arrivé avec ces illustrations-là, avec la petite boîte au milieu, avec le truc, etc. Non, donc à partir de là, oui, il y a une tendance. Après, c'est clair que dans le jeu de société, on glisse petit à petit aussi vers la même chose qu'on va voir dans le cinéma. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a beaucoup de films aujourd'hui sur lesquels tu as plein d'effets spéciaux, mais il n'y a pas Mais il n'y a d'histoire. presque que ça. Et Voilà. en plus, à la fin, il y a. Non, tous ne l'ont pas vu, ça suffit, stop, terminé. Il y a encore une chose à rajouter là-dessus, si je peux me permettre, dites-moi Ouais. si je me trompe, c'est que d'un autre côté, tant que certains penseront qu'un jeu qui ne pourrait être que beau peut s'acheter,
eh ben, il n'y a pas de raison que certains, a priori, s'empêchent de le vendre. Non, mais Comme bien disait sûr. Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se pas. vende pas, eh ben, on peut aussi réfléchir à notre responsabilité en tant que joueur et que joueuse. Mais par contre, pour moi, le look d'un jeu, la façon dont il est réalisé est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai besoin de ça pour pouvoir défendre le jeu. Et si on s'est rapproché de Bombix sur ce projet-là, c'est pas un hasard. Oui. C'est parce qu'on savait qu'il ferait quelque chose de voilà, Pousser de jusqu'au bout, pousser, travailler, voilà. lécher, lécher. C'était donc, et là on a été un peu plus loin qu'on ne l'avait prévu au début, merci Florian, merci Bruno, c'était l'histoire donc autour d'Imaginarium, parce que derrière nos boîtes de jeux, derrière les petits pions que nous trafiquons, il y a d'une part ces histoires humaines en tant qu'auteur, il y a aussi ces histoires humaines avec les éditeurs. Merci à Florian, merci à Bruno d'être venus nous en parler. Merci à Bombix de nous les avoir confiés, ces deux auteurs, ainsi que la boîte qui nous arrive bientôt. Imaginarium, Bruno Catala, Florian Siriex, c'est la manufacture des rêves. Si vous souhaitez vous-même ouvrir la boîte des rêves et voir si votre cerveau ne se transforme pas en cauchemar, il va falloir attendre début 2018. Et puis moi, après la partie, je vais aller me coucher. Voilà, je ne spoile pas, mais au moins vous en saurez un petit peu plus. Ciao!